nous rejoindre dans cette émission. Vous avez la parole. Aujourd'hui, je reçois pour vous, Monsieur Gabriel Ngandou Kabengele, qui est analyste indépendant et chercheur en management. Bref, je vous propose de suivre sa biographie. Gabriel Ngandou Kabengele est analyste indépendant et chercheur en management public et en gestion des politiques publiques de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa. Diplômé en administration et en gestion des ressources humaines, toujours à l'IEC Gombe, il est auteur de l'ouvrage intitulé « Abolir le gouvernementalisme, adopter la gouvernance pour un changement au Congo-Kinshasa », publié au Centre de recherche interdisciplinaire de gestion et du développement CRIGD à l'IEC Gombe. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je reçois pour vous Monsieur Gabriel Ngandou, que nous venons là de décortiquer dans cette biographie. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Bonjour Monsieur Gabriel. Bonjour Madame. Votre biographie, c'est bon? Il y a quelque chose à ajouter par rapport à votre parcours? Oui, c'est bon, mais si je peux ajouter quelque chose, c'est que je ne suis pas seulement chercheur en management public, c'est aussi en analyse et pilotage des politiques publiques à l'Institut supérieur de commerce à Kinshasa. Oui. Je suis aussi auteur d'un ouvrage qui vient de sortir au mois d'avril 2021, qui s'intitule « Abolir le gouvernementalisme et adopter la bonne gouvernance pour un changement en République démocratique du Congo ». Voilà, c'est d'ailleurs pour cet ouvrage que nous vous recevons ici dans cette émission. Vous avez la parole, vous avez quelque chose à dire, hein? Il y a vraiment beaucoup à dire par rapport à ces livres qui peut faire en sorte que notre population ou notre gouvernement puisse en bénéficier. Aujourd'hui, nous parlons du rôle du contre-pouvoir, c'est ça, dans une gestion démocratique de l'État. Ok. Le rôle du contre-pouvoir dans une gestion démocratique de l'État. C'est ça le thème du jour d'aujourd'hui. Voilà, donc j'aimerais, avec les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, j'aimerais quand même un peu comprendre c'est quoi vous appelez contre-pouvoir. Ok, merci beaucoup madame. D'ailleurs, je devais d'abord vous remercier de m'avoir donné le privilège d'être sur votre plateau. Il y a des notions qui sont jusqu'ici toujours mal comprises par la population et par les acteurs politiques aussi, en voyant leur manière d'agir, bien sûr. Avant de répondre à la question de savoir qu'est-ce que c'est les contre-pouvoirs, je vais d'abord surenchérir ce que c'est une gestion démocratique de l'État. Parce qu'on parle de la démocratie, on parle de la gestion démocratique, est-ce qu'on se pose la question? Nous, on intervient dans l'émission dans une approche pédagogique, parce que nous sommes chercheurs et on veut savoir si les gens comprennent ce que c'est une gestion démocratique de l'État. C'est aussi important, parce que des fois, on est pauvre en matière. Okay. Donc, si on peut avoir plus de matière, la population peut d'abord comprendre de quoi il s'agit avant d'aller un peu plus loin. Voilà. D'une manière très brève, dans une gestion démocratique de l'État, la population est mise au centre de toute politique publique. La population est impliquée dans une politique publique dès son origine, c'est-à-dire dès l'analyse du problème public auquel la politique publique va répondre, on implique la population. Et dès la conception de cette politique publique, la population, on l'implique aussi. Et dans la mise en œuvre, la population, on l'implique jusqu'au résultat pour que cette politique publique puisse bénéficier de l'acceptabilité par la population et puisse avoir la garantie d'une pérennité. Vous verrez qu'au Congo, beaucoup de projets publics, de politiques publiques qui ont été entreprises par les anciens dirigeants n'ont pas pu persister parce que la population ne s'est pas appropriée de leurs résultats. Exactement.
comment est-ce que la population peut s'approprier des résultats d'une politique publique, et même d'un projet, si elle n'a pas été impliquée en amont, si on ne lui a pas fait comprendre que tout ce qu'on fait, c'est pour elle. Voilà. Il y a aussi une attitude de passivité dans la population congolaise, où elle se range comme spectateur, comme spectatrice, en train de regarder l'acteur politique comme on regarde un joueur dans un stade en train de jouer. Et pourtant, il devait être participant. Voilà. Alors que la population devait comprendre que tout ce qu'on fait, tout ce que l'acteur politique fait, c'est pour elle. Et c'est là où on constate une rupture entre les gouvernants et les gouvernés. Même si on peut concevoir des politiques belles soient-elles au sommet de l'État, mais si la population ne s'implique pas, si la population ne l'accompagne pas, cette politique va échouer malgré le résultat. Parce qu'il y a une différence entre résultat et impact. Oui. Voilà. C'est ce que je peux répondre en termes de gestion démocratique. Voilà. Maintenant, quant à la notion du contre-pouvoir, il ne s'agit pas bien sûr de l'opposition politique, comme on peut, quand on voit les mots contre, on pense que c'est l'opposition politique, bien que mal comprise au Congo, parce que au Congo, quand on parle d'une opposition politique, c'est la contradiction sans réfléchir. Même si quelque chose est fait pour l'intérêt général, on doit contredire quand on est opposant. Ça, c'est un peu... Automatiquement, c'est comme si... Sans volonté de réfléchir, c'est comme une machine. Hein? Et c'est ce même que nous allons décortiquer dans le terme gouvernementalisme prochainement, si vous me donnerez la chance de revenir ici. On est là. Cette attitude d'appuyer systématiquement, aveuglément tout ce qui se passe. Ou de contredire aussi. Voilà. Mais le contre-pouvoir, c'est un mot qui est advenu par un positionnement de quelques acteurs dans le processus d'une politique publique. Il y a l'État qui agit d'un côté, avec ses structures, son cadre juridique, mais il y a de l'autre côté des organisations paragouvernementales qui doivent aussi avoir des objectifs d'ordre public pour résoudre le même problème, parce qu'un problème a beaucoup de facettes. Et quand l'État agit, je vais vous faire voir que dans l'action de l'État, il y a toujours des contraintes. Les contraintes qui sont dues par rapport au cadre juridique dans lequel les politiques sont conçues et par rapport au cadre institutionnel. Ce qui fait que quand l'État met en œuvre une politique, quand elle rencontre, dès que cette politique rencontre de réalités sur terrain, elle a beaucoup de difficultés de s'adapter à ces réalités. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadre juridique qui limite ses actions. Il y a un cadre institutionnel aussi qui limite ses actions. S'il faut redéfinir les actions, il faut encore remonter dans la structure, remonter à l'origine de la conception pour qu'on puisse avoir l'aval d'adapter une politique publique. Par contre, dans les sociétés qui sont déjà évoluées, qu'on en vit, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que l'État attaque un problème public par une politique publique, parce qu'une politique publique c'est un projet, et qui doit répondre à un problème quelconque, pendant que l'État est en train d'agir, les organisations paragouvernementales telles que les ASBEL, ONG, donc les ONG, ce sont déjà des ASBEL, et l'Église y compris, la société civile, se fixent aussi des objectifs à caractère public. Je donne un exemple pour me faire comprendre. Okay. L'État a entrepris une politique de lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics, tout ça. Moi, j'ai apprécié cette initiative, mais je suis inquiet d'entrevoir déjà que le résultat ne sera pas probant. Et vous savez pourquoi? On aimerait bien savoir. Parce que quand l'État punit, démantèle les réseaux de détournement et de corruption, et punit les gens, je me pose la question, si ces gens-là changent, quand on les arrête, on punit. Les autres qui n'ont pas volé et qui avaient l'intention de voler ne volent plus. Est-ce qu'ils ont changé? C'est ça la question que je me pose. Et quand je reviens dans l'histoire, à l'époque de l'Orange, c'est là où on va arriver. C'est ça le rôle du contre-pouvoir.
Si je reviens à l'époque de Laurent Désiré Kabila, il a eu la volonté d'éradiquer le vol, d'éradiquer le détournement, la corruption, par le monopole de la coercition, punir, réprouver toutes les antivaleurs. Mais nous, on était à l'époque, à l'école primaire, on a constaté un changement total, un changement de l'heure. Et moi, je ne pensais pas qu'il y aurait encore des gens qui voleraient dans ces pays parce qu'on punissait sévèrement. Mais dès qu'il est mort... Parce qu'on n'arrive pas à changer l'homme congolais. Dès qu'il est mort, vous avez vu comment la corruption est revenue et s'est multipliée, s'est doublée. Jusqu'à nos jours. Voilà. Alors, je me suis servi de cet exemple pour vous démontrer que la seule action de l'État ne peut pas répondre suffisamment à un problème public. Le dirigeant de notre temps ici se sont engagés à lutter contre la corruption. Mais je signale, si le président de la République peut me suivre là où il est, je signale que son action n'aura pas un résultat probant tant que la population de l'autre côté ou les organisations paragouvernementales ne prennent pas conscience de joindre leurs efforts à ceux de l'État pour maximiser la résolution du problème de la corruption. Vous venez de me demander comment on peut amener le Congolais à changer en contribuant bien sûr à ce que l'État fait. Les actions de l'État, je les signale, sont toujours généralisées, impersonnelles. L'État conçoit une politique, il prend des mesures, que celui qui va détourner, on va l'arrêter, ainsi de suite. Ça, c'est une mesure impersonnelle. Voilà. Mais si des ONG, je prends l'exemple de l'Église. L'Église aujourd'hui ne joue pas son rôle. L'Église, je le classe du côté du contre-pouvoir. Mais il joue son rôle parce que dans l'Église, on ne prêche pas la corruption. Mais, on ne favorise pas. Voilà, on ne favorise pas, on ne prêche pas. Maintenant, est-ce qu'on prêche contre la corruption? On ne prêche pas la corruption, mais est-ce qu'on prêche contre la corruption? Les églises, regarde les organisations ecclésiastiques, donc les églises qui s'impliquent dans la politique, ils se rangent dans une logique de réaction. Être derrière la CENI, être derrière une certaine politique publique qui a échoué, faire des bruits comme des groupes de pression. Déjà qu'on enseigne faire le bien, ne pas faire le mal, donc y compris tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas escroquer. Je ne parle pas de la prédication dans l'église, moi je parle de l'intervention de l'Église sur la sphère, dans la sphère politique. En dehors de ce que l'Église, ils doivent contribuer dans un pays, dans un État. Oui, ils le font. Ils le font. Vous ne voyez pas les églises être invitées dans des réunions politiques et puis marcher contre les acteurs politiques, ainsi de suite. Vous avez vu ça ici, non? Oui, il y a certains. Voilà. Bon, moi, je parle de ceux-là. Ceux-là qui veulent intervenir dans la sphère politique. Mais on voit plus qu'on associe plus les églises dans des propagandes. C'est ce que je déplore. Dans ce sens-là. C'est ce que je déplore, le fait que l'Église se soit rangée comme l'Église doit instrument. apporter un peu plus que ce qu'ils apportent aujourd'hui. Voilà les mots-clés que je donne à toute organisation paragouvernementale. Pendant que l'État agit pour freiner les antivaleurs, je vous donne un objectif général des organisations paragouvernementales, Église, ASBEL, tout ça. Investissez-vous dans la transformation morale de l'homme congolais. Est-ce qu'une ONG peut le faire? Oui. J'apprécie souvent les interventions de votre collègue Christian Bossimbe. Je l'ai vu, je lui ai dit, ce que tu fais là, si on le fait sous forme d'un projet où on va se fixer l'objectif d'investir dans l'homme pour un changement congolais, parce que les mots investis, je vais y revenir. Quand je dis investir dans l'homme, il ne s'agit pas de nos générations à nous. Nous sommes déjà actifs. Nous vivons dans la corruption déjà, parce qu'elle est déjà une culture. C'est déjà peine perdue pour nous. Bon, nous, l'État doit nous punir pour freiner notre influence sur le vrai homme dans lequel on va investir. L'homme que je vise dans ça, c'est l'homme qui n'est pas encore actif.
il est où? On va les trouver où? On va les trouver à l'école secondaire. Et moi, je voulais dire à Christian, ces séminaires, ces conférences que tu tiens régulièrement, on peut en faire un projet. On va descendre dans toutes les écoles secondaires de la République. Mais vous pensez que ça sera suffisant, mais comme vous le dites, ça demande l'implication de tous. Oui. Parce que le pays est tellement grand, l'homme congolais, on est, je ne sais pas combien ici dans nos terres. Donc, il ne s'agit pas juste d'une organisation pour changer l'homme congolais. C'est ce que je dis, parce que si une organisation commence, les autres vont emboîter les pas. Ils vont cesser de concevoir des projets tels que planter les arbres et puis curer des caniveaux. Bon, voilà, je donne encore un autre exemple. Quand une ONG se fixe l'objectif d'assainir l'environnement en curant les caniveaux, moi je me dis qu'elle doit être plus visionnaire. Ce n'est pas ça en fait les problèmes. Le problème, ce n'est pas de curer des caniveaux. Il n'y aura pas des caniveaux bouchés. Vous êtes déjà sur la voie. Voilà. Quand vous dites vous curez les caniveaux aujourd'hui, après un mois, vous devez revenir pour curer les caniveaux parce que les mêmes personnes ont jeté les mêmes choses sur les mêmes endroits. Voilà. OK? Mais si vous, l'ONG, vous dites, moi je suis contre-pouvoir, je suis du côté du contre-pouvoir. Et je reviens pour bien expliquer. Contre, ça veut dire, ce n'est pas nazo télé, mais la porteur, comme on le dit en lingala. Mais contre-pouvoir, ça veut dire l'État agit d'un côté sur les problèmes à résoudre. Nous aussi, nous agissons de l'autre côté. Vous voyez maintenant? Pour le même objectif. Pour le même objectif. C'est ce qui fait le contre. Voilà. C'est ce qui fait le contre. Parce que l'État vient d'un côté. D'un côté, de l'autre côté. Contre. Et vous avez le résultat. Voilà. Et s'il n'y a pas les contre-pouvoirs, l'État va faire ce qu'il va faire. Il va se limiter quelque part. Laurent Désiré Kabila. S'il était vivant, il le regretterait de tout ce qu'il a fait comme effort pour changer le Congolais. Je fais l'effort pour changer les Congolais, mais ça n'arrive pas. Et voilà, je vous donne une formule. Il a un morceau dur, notre président. Oui. Kabila a eu un morceau dur. Bon, là, on va discuter. Le juge. Ouais, on est un peu plus sévère envers lui. Au moment où il a peut-être vu certaines réalités, peut-être qu'il ignorait. Et donc, du coup, ça lutte. Moi, je ne peux pas être sévère envers Joseph Kabila, encore moins envers Félix Tshisekedi, si, bien sûr, celui-ci comprend ce que nous sommes en train d'analyser ici. Joseph Kabila l'a compris. Il a dit un jour que si on avait 15 personnes qui pouvaient nous accompagner, les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Il s'est passé au Congo ce qui s'est passé en Russie de 1991 à 1999 avec le président Yeltsin. Et ce groupe des oligarques avec Boris Berezovsky qui travaillaient pour eux-mêmes, qui ont rompu le politique avec la population. Donc, qui ont établi une séparation du politique et la population. Donc, ça, c'était une parenthèse. On revient dans mon exemple. Je disais ici, au lieu de faire des projets de curer des caniveaux, on vous donne l'argent. Vous curez, après vous venez encore. On va encore curer des caniveaux. Vous allez continuer à curer. Concevez un projet de rééducation, de sensibilisation. Si vous n'êtes pas informé, on va toujours vous financer, vous aurez toujours l'argent. Parce que c'est le travail que vous allez faire. Vous descendrez sur le terrain, pour voir les familles, leur apprendre comment on vit en ville. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas comment on vit en ville. Alors, quand vous faites ce travail, vous investissez moralement en eux. Petit à petit, vous verrez que la vie des autres, la saleté va finir. Et vous aurez contribué à une action de l'État qui peut être une politique publique qui était dans le sens de l'amélioration de l'environnement ou bien de l'amélioration des conditions de vie dans la ville. Et donc, pour me résumer, le contre-pouvoir, ce sont ces organisations-là qui sont en dehors du gouvernement, qui n'ont pas de contraintes institutionnelles, qui n'ont pas de contraintes juridiques, qui peuvent organiser leurs actions d'une manière aussi libre jusqu'à toucher la conscience du Congolais pour les
transformer. Mais l'État ne peut pas aller jusque-là parce que ces actions sont généralisées et impersonnelles. Voilà. Dans ces cas, le mécanisme que je ne sais pas, les contre-pouvoirs doivent utiliser, c'est comme vous dites, donc il faut faire allusion toujours aux ONG, au personnel, ou comment ça doit se passer pour arriver à atteindre le changement de mentalité. Ouais. Je rappelle d'ailleurs que ce que nous sommes en train de traiter se trouve dans le chapitre 6 de l'ouvrage que nous venons de publier. C'est accessible à tout le monde ou Oui, ça coûte $20. Si quelqu'un commande, on peut lui offrir. Le livre est publié à l'IEC, au centre CRIGED, centre de recherche CRIGED de l'IEC. D'accord. Ok, ça se trouve dans le chapitre 6. Le système, on a changé des systèmes politiques dans ce pays, mais avec le souci de changer les Congolais. Nous revenons sur le changement de mentalité. Ça englobe tout ce que nous venons de dire. C'est ça le nez du problème. Dans les régimes, on a même suivi certains projets de changement de mentalité qui ont commencé et on n'en parle plus, on ne sait même pas leurs résultats. Apparemment, c'était juste un slogan, mais on n'a pas attaqué les fonds. Oui, avec un réflexe pédagogique, nous nous posons la question, comment on peut commencer? Parce que les changements, oui. Quand on veut changer, on doit savoir où on est, où l'on va, donc où est-ce qu'on veut aller et comment y aller. Nous l'avons démontré dans le livre. Comme on dit que l'homme noir a changé. Le fouet, c'est un moyen. Le fouet, c'est un moyen qui accompagne, mais il faut d'abord connaître la direction, où on va et comment on y va. On doit d'abord comprendre que quand on agit en tant qu'État, on agit en tant que système. Tout le monde, j'ai souvent entendu les gens dire « le système est corrompu, le système est corrompu ». Est-ce qu'on connaît ce que c'est un système? J'ai défini, parce que c'est une émission à caractère pédagogique, on définit un système comme un ensemble d'éléments interconnectés et interdépendants, et selon que le dysfonctionnement d'un seul élément peut entraîner le dysfonctionnement de tout le système, comme on dit à Lingala, ceux qui fruit moko eza ya kopola, bachie na kati ya ba fruit mosusu, nyo se kosa nini ekopola. Et c'est comme ça que le système fonctionne. Maintenant, nous au Congo, on assiste à un système qui est déjà corrompu et la corruption est déjà une culture depuis des années. On a normalisé cela. Maintenant, les gens comme vous, comme moi, nous sommes à compter au bout du doigt, qui avons la volonté de vouloir changer le pays. Mais comment commencer? C'est ça la question importante que je pose aussi au président Félix. Il vient avec un nouveau système. Moi, je parie même que si... Il fait de son mieux. C'est ça, on va y arriver. Je parie même que s'il prend les acteurs... Il dit même dans son discours que il faut que la justice le aide. Voilà. Il est même allé plus loin pour dire que si quelqu'un venait en mon nom, il faut l'arrêter tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'il doit réellement faire? Parce que comme il y a un système, même dans notre justice, même au gouvernement, partout, il y a déjà un système instauré. Aujourd'hui, lui-même, il a dit que si vous savez ce qui se passe dans ces pays, il y a des gens qui sont cruels. Hein? C'est les systèmes qu'il a trouvés. Donc, c'est tellement fort que c'est fort que qu'il ne peut pas parvenir à supporter même. Voilà, donc on ne peut pas comprendre ce qui se passe réellement. On ne peut pas comprendre. Donc, c'est-à-dire que c'est un système qui est déjà instauré et qui fragilise le fonctionnement de notre pays. Et maintenant, il faut changer. Comme on est dans le changement de mentalité, est-ce que c'est dans le petit peuple qu'il faut commencer ou bien c'est il faut commencer par les acteurs dans les systèmes? Voilà. Donc les personnes qui ont le pouvoir, les personnes qui exercent. Question très importante, madame. Nous avons d'un côté la foule, la mêlée, la population, et de l'autre côté, ceux qui sont sortis de la mêlée, c'est-à-dire des acteurs politiques, comme eux, les Félix Tshisekedi, tout ça. D'abord, il faut souligner que quand quelqu'un vient vous dire
que j'ai des bonnes politiques pour les pays, pour changer comme candidat. S'il n'a pas été gouverneur auparavant, il n'a pas été ministre, et tout ce qu'il va dire en étant candidat, ce n'est pas réaliste. Pourquoi? Parce qu'il prétend bien comprendre les problèmes publics alors qu'il n'a jamais utilisé les canaux formels et fiables pour les cerner. Ça, c'est entre parenthèses. Commencer le changement. Comment commencer? Alors que ces acteurs qui agissent dans le gouvernement viennent de la population. C'est-à-dire, ce que nous voyons dans les acteurs vient de nous. C'est l'éducation qu'on a transmise à ceux-là. Mais c'est eux qui ont les commandements. Oui, mais il faut savoir que c'est le miroir de ce que la population est. Parce que vous vivez à Kinshasa, vous vivez au Congo, vous savez notre comportement, même dans les universités. Partout, la corruption ronge l'homme. Donc, alors, selon vous, on doit commencer par le petit peuple avant voilà. Voilà. On a proposé une solution très explicite. Je vais revenir tout à l'heure à ce que je viens d'expliquer. On a calqué le modèle de Laurent Désiré. On a dit, Laurent Désiré a utilisé tous les leviers du pouvoir pour changer l'homme. Mais il ne l'a pas changé. Il lui a fait peur. L'homme s'est recroquevillé. Nous, on a cru que nos papas avaient changé. Mais ils n'avaient pas changé parce qu'ils avaient peur. Et qu'est-ce qui s'est passé scientifiquement? Ce que nous avons démontré dans le livre, que les actions comme celle-là de Laurent Désiré ont établi une relation affective entre l'homme et les valeurs, les biens. Il a abandonné les antivaleurs, pas parce qu'il connaît le pourquoi, mais parce qu'il a peur d'être réprimé. Voilà. Il a peur. Et l'autre va dire, quand celui-ci va partir, moi je vais récupérer. Voilà. Vous voyez? Donc, il a établi, quand vous sévissez, vous punissez, ne croyez pas que vous changez les gens. Vous leur faites peur. Et quand ils ne volent pas, ce n'est pas parce qu'ils ont changé, c'est parce qu'ils ont peur. Et ça, c'est une relation affective, sentimentale, entre l'homme et le bien que vous voulez qu'il fasse. Il va commencer à faire le bien, pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il a peur. C'est les sentiments qui règnent entre lui et les valeurs. Mais nous avons proposé maintenant comment parvenir à installer un lien, une relation cognitive entre l'homme et le bien. Quand déjà je parle d'une relation cognitive, vous voyez déjà dans ce que je viens d'expliquer ce qu'on doit faire. On doit, au-delà de punir, au-delà de freiner les mauvaises actions, on doit maintenant entreprendre des activités de sensibilisation, d'éducation et de rééducation de la population. Justement, nous... Accompagné avec des sanctions. Oui, des sanctions d'un côté, c'est l'État qui sanctionne, qui démantèle, qui punit. Déjà, vous comprenez, quand je parle de sensibilisation et rééducation, qui sont les acteurs majeurs? C'est les contre-pouvoirs. Voilà. Parce qu'ils ont la possibilité, comme l'Église, non? Ouais. L'Église peut le faire. Dans l'Église, on peut prêcher les gens contre la corruption, contre. Les ASBEL peuvent faire des projets pour descendre sur le terrain, sensibiliser les gens, tenir des conférences, tenir de réunions, de rééducation de la masse contre la corruption. Et non seulement contre la corruption. Nous sommes... On ne va pas descendre peut-être sur la rue pour parler de ça. Inviter... Je ne sais pas, il faut cibler les entreprises, voilà. Que ce soit privé ou de l'État, des sociétés, des universités. Je reviens sur ce que je viens de dire tout à l'heure pour ne pas me contredire. Pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait dans un lieu donné, c'est pas dans la rue. Voilà. Je ne parle pas de descendre dans la rue. Je parle, d'ailleurs, vous avez cité un mot très important, la cible. Quand on mène une action, on doit savoir sa cible. Voilà. Si je reviens sur ce que je venais d'expliquer tout à l'heure, selon moi, selon nous, qui avons fait cette recherche dans les livres que je vais amener à la prochaine,
l'action que l'État mène contre les détournements et la corruption, sa cible, c'est la population active. Vous l'avez cité dans les entreprises et dans les universités. Quand on parle d'université, c'est déjà les gens qui sont actifs. Maintenant, la cible de ce que je viens de dire, si les ONG ne savent pas concevoir les projets dans ce sens, venez nous chercher, on va vous donner les idées. D'ailleurs, je suis en train de mettre au point un petit manuel à caractère pédagogique qui explique la destruction intrinsèque des antivaleurs dans l'homme. Quand tu pratiques la corruption, tu pratiques le détournement, qu'est-ce que ça fait sur ta propre personne? Alors, avec ce genre de qu'on va cibler cette population dans laquelle on veut investir, parce qu'on ne peut pas investir et attendre les changements demain. C'est-à-dire, ce qui veut dire que nous, ici, il faut seulement nous punir. Peut-être nous sensibiliser un peu. Surtout les autorités qui sont actifs. Voilà, ils ont atteint un niveau... ils sont déjà dans l'action. Voilà. Il faut punir, expliquer, sensibiliser, mais tenir des séminaires, rééduquer, éduquer. Je pense que la cible, ce sont les populations potentielles qui sont encore à l'école secondaire. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va les trouver? Vous venez de poser la question. Concevez vos projets de sensibilisation pour la pratique des valeurs, montrer l'importance de vivre sans corruption aux enfants et descendez dans les écoles, tenez des conférences. Et dans mon idée, parce que je ne suis pas une ONG, je pensais qu'un jour, si je trouve une ONG qui va épouser mon idée, on va commencer à le faire, mais chaque fois qu'on fait une conférence, on fait une réunion dans une école, on émet des sujets de dissertation autour de la corruption. Les élèves font la dissertation et nous, on vient, on ramasse, on encourage ceux qui vont bien faire la dissertation pour que ce que nous disons puisse rester année. Et après 5 ans, 10 ans, on verra le Congo nouveau qu'on est en train de chercher. Exactement. En tout cas, on est vraiment... on est en train d'arriver presque à la fin des émissions, mais on est vraiment enrichi aujourd'hui par rapport à ces manuels qui est vraiment très bénéfique pour la population congolaise parce que tout va de là, on peut bien faire tout ce que nous voulons, mais si on n'arrive pas à changer l'homme congolais, ça ne servira à rien. On va commencer à tourner, et le système va continuer. Toujours à être, et ça sera encore de pire en pire. Le président l'a dit, donc c'est pire que la personne qui a tué. C'est pur que donc, le système qu'on a trouvé. J'ajoute sur ça ce que Paul Kagame avait dit, parce que quand on écoute, on ne veut pas scruter. Paul Kagame a lobby, non. Paul Kagame a dit à Paris que l'action qui est menée à l'est de l'état des sièges, je ne sais pas si, parce que si c'était moi, je l'aurais bien planifié pour qu'après 5 ans, qu'il n'y ait pas récurrence. C'est comme s'il prédisait quelque chose. Mais vous remarquez que pendant qu'on est en état de siège, au-delà d'un mois, et le président de la République est à l'est, on enregistre encore des tueries. Et on se pose la question, est-ce que l'action était bien planifiée? Est-ce que la solution sera pérenne? S'il y a déjà des problèmes au niveau de chez nous, on doit creuser sur ça, madame. Ça, je pense que ce changement doit aller aussi dans ce secteur. Est-ce que quand on met des soldats là-bas pour arrêter tout ça, on a déjà pris langue avec la population, leur montrer comment ils se rendent eux-mêmes vulnérables, parce qu'il y a la population qui est dedans. Est-ce qu'on est descendu au niveau le plus bas pour faire comprendre à chacun l'importance de la paix? Parce que ce qui est dramatique, c'est que avec cet environnement et ce qu'ils ont vécu, il y a même les gens qui ne connaissent plus l'importance de la paix. Tellement qu'ils sont hantés par l'esprit d'affaires. Faire la guerre ne suffit pas. C'est-à-dire qu'ils font la guerre pour s'enrichir, tout ça. La valeur de la paix est déjà oubliée à l'Est. Vous voyez. Donc c'est qu'on est en train de faire, comme les autres le disent, que ça va servir à rien. Il faut descendre. Les ONG. Je n'ai pas, depuis l'état des sièges, depuis que l'état des sièges est là, je n'ai pas vu les ONG descendre pour sensibiliser la population dans ce sens ou pour les aider à
Donc, on ne s'entend pas à un résultat, à un meilleur résultat. Mais déjà, si ceux qui décident comprennent ces petites idées, ils peuvent déjà prendre des dispositions pour que le résultat... C'est vraiment de la matière. S'il faut tenir compte de ça, ça sera une très bonne chose. Comme je dis toujours, dans ces pays, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui ont la solution, mais peut-être qui ne sont pas écoutés. Donc, si on doit unir nos forces, nos intelligences pour apporter un plus dans ces pays, je pense qu'on va avancer. Nous sommes déjà presque à la fin, Monsieur Gabriel. Qu'est-ce que la population ou nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce net moment puissent retenir? Si je peux me résumer, pour nos compatriotes congolais, je suis parmi d'autres qui veulent que nous puissions changer, nous puissions avancer, qui veulent que le changement puisse commencer. Mais après réflexion, voilà ce que j'ai pu comprendre. J'aimerais que mes compatriotes puissent prendre conscience de leurs responsabilités dans tout ce qui est fait. Et retenez que les politiques qui sont conçues et mises en œuvre ne sont pas pour les noms des politiciens. Comme j'ai entendu les autres dire, à chaque bonne action que le président de la République fait, il y a toujours les noms de Fachi Béton. Il dit, les poulets vont venir, on va avoir des poulets, les poulets vont s'appeler Fachi Béton. Si les fameux Fachi Béton laissent aussi faire, ça veut dire qu'il ne veut pas que sa politique ou ses actions puissent se pérenniser. Par exemple, si ces poulets, ou bien cette politique sociale s'appelle Fachi Béton, quand Fayoulou, son contradicteur, prendra le pouvoir après lui, il aura la jalousie parce que nous, les hommes noirs, on est comme ça. Il voudra détruire d'abord pour que ça se perde, pour que lui remette quelque chose d'autre qui s'appellerait peut-être Fayoulou Béton. Voilà. Tu vois? Donc, on va recommencer, on va rester dans la logique d'éternel recommencement. Donc, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin qu'on puisse se focaliser sur l'individu, mais qu'on se focalise sur la structure. Ce que Félix fait, ça ne peut durer que si on s'y focalise. Et non, se focaliser sur Félix. Parce que Félix va passer. Donc, on doit se focaliser sur ce qu'il fait et le pour nous. Okay. Pas pour Félix, c'est pas pour la gloire de Félix. Je ne le dis pas parce que je vais appuyer Félix. Moi, je fais une analyse scientifique et pédagogique. Et donc, c'est ça. Merci beaucoup, madame. En tout cas, merci beaucoup. J'ose croire qu'il y a encore beaucoup peut-être d'aspects que nous n'avons pas exploités, mais on est là. On va encore vous recevoir ici dans cette émission pour que la population congolaise puisse bénéficier de vos savoirs. Hein. Donc, on a besoin de ça. Le Congolais a besoin de ça. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie. Invitation. Je rappelle que nous avons reçu M. Gabriel Ngandou Kabengele, qui est analyste indépendant. En tout cas, merci pour votre passage. Merci également à nos nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Je dis merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. Merci à David Bikanga. Merci à Luther Lupeta. Également merci à M. Sembène Ngouma, le DG de EVTV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. Vous avez la parole. Au revoir. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans cette émission. Vous avez la parole. Aujourd'hui, je reçois pour vous, messieurs, Gabriel Ngandou Kabengele, qui est analyste indépendant et chercheur en management. Bref, je vous propose de suivre sa biographie.